Bonjour. Bonjour. Macaron, Petit gâteau, Croissant. Toilette. écharpe, Rouge. Maillot. buffet, Bonnet. soutien, lingerie, Maquillage. Abattu. Bâton. Casserole. En français. votre goûter parfumé à la langue française. Notre invitée d'aujourd'hui est née en France. Elle parle français, espagnol et portugais. Elle a commencé ses études universitaires en littérature, langue et civilisation espagnole. Elle a une maîtrise sur le folklore chilien pendant la dictature et est en train de finir son master en didactique du français langue étrangère. Elle a été prof de français en Colombie. Elle a visité le Chili, le Pérou, l'Équateur. Elle vit aujourd'hui au Brésil où elle travaille comme prof de français. Au-delà de tout ça, elle a une passion par le théâtre et trouve toujours une manière d'intégrer à son métier en salle de classe. Nous avons le plaisir de recevoir Nina Layotte pour nous raconter un peu de son parcours latino-américain. Salut, soyez les bienvenus. C'est un plaisir d'être ici avec vous dans notre podcast. Comme d'habitude, je suis à côté d'elle, la belle Luisa Moraes. Comment ça va, Luisa? Ça va super. Et maintenant, encore mieux avec notre invité super spécial. Voilà. Salut Nina, comment ça va? Salut à tous, ça va très bien, merci. Voilà, c'est un grand plaisir de te recevoir aujourd'hui pour, en fait, nous parler de cet incroyable parcours, hein. C'est vraiment étonnant, hein. Donc, pour les passionnés de l'Amérique latine, aujourd'hui, c'est le jour, hein, d'écouter beaucoup d'histoires, hein. On C'est vrai. Bon, on va commencer, comme d'habitude, par la question. Nina, qui es-tu à la queue de la boulangerie? Ça, c'est pas une question facile à répondre, hein. C'est difficile de savoir qui on est soi-même. C'est plus facile de parler des autres, effectivement. Mais je Oui, pense que c'est justement c'est ce qu'on fait ici dans le podcast. Voilà, Ouais, mais Luisa. cette question, mais c'est bien, c'est des bonnes questions, justement, qu'on se pose pas souvent. C'est ça qui est intéressant. Ça nous fait réfléchir. Et donc, du coup, qui je suis à la queue de la boulangerie? Ben, je peux être plusieurs personnes, en fait. Des fois, je pourrais être la personne sympa, tranquille, qui a envie de discuter avec les autres. S'il y a quelqu'un qui vient d'ailleurs, dans la queue de la boulangerie, ça va m'intéresser aussi. Voilà. Mais de temps en temps, je peux être aussi la personne qui râle et qui n'est pas contente. Vous connaissez, hein, on râle en France, hein, parce que Ouais. ça dure trop longtemps, la queue est trop longue ou autre chose. Donc, ça peut dépendre. Je n'ai pas un tempérament, on va dire, linéaire, mais je pense que personne n'en a un. Donc, ça, je peux être sympa ou alors râler. Ça dépendra du Ouais. moment. Mais les Brésiliens, ils râlent aussi, hein, je pense. C'est vrai. Oui, mais on nous dit, nous, qu'on râle plus. Alors, je ne sais pas, hein, Ah quantitativement, ouais. qui râle le plus. Ouais. Bon, Alors, pour que peut-être en pardon. question des... On râle plus bas parfois, on parle plus C'est ça, entre nous et tout. Et voilà. effectivement. Le râlage, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, j'invente un mot, est plus discret au Brésil, alors qu'en France, on va râler plus ouvertement, peut-être. Voilà. Voilà. Alors, justement, parce que tu viens de dire, n'est-ce pas, que tu viens de France, n'est-ce pas, pour que nos auditeurs puissent te connaître un tout petit peu. Raconte-nous d'où tu viens et enfin, un peu ton histoire. Alors moi, je viens comme vous dites en portugais, do interior, mais en français, on va dire de la campagne française. Donc, effectivement, c'est une partie qui est dans le sud-ouest de la France, pas du tout connue, même certains Français ne connaissent pas. Donc, c'est vraiment pas du tout un endroit que les gens connaissent, qui s'appelle la Corrèze. Et donc, si la Corrèze est connue, c'est parce que nous avons deux anciens présidents français qui sont corréziens, en tout cas, qui ont eu des activités politiques en Corrèze avant d'être président de la République. Il s'agit de Jacques Chirac, hein, qui était corrézien, un ancien président, un président des années 90, et du dernier président avant Emmanuel Macron, François Hollande aussi,
a été le maire de la ville où je suis née. Bon, c'est une anecdote, mais voilà, personne ne connaît la Corrèze, mais c'est la terre des présidents, comme on dit pour rire chez nous, parce que c'est tellement pas connu. Donc, c'est un endroit assez avec beaucoup de nature, en fait. Il n'y a pas de grandes villes. Bon, en France, il n'y a pas beaucoup d'énormes villes, mais là, dans cette partie de la France, il n'y en a pas du tout. Et donc, voilà, c'est plutôt des petites villes ou des villages ou des hameaux, comme on dit en France, c'est-à-dire des lieux où il y a 2 ou 3 maisons. Voilà. Et moi, je viens vraiment d'un hameau, en plus, c'est-à-dire un endroit où il y a 2, 3 maisons, en fait. La maison de mon père, celle de ma grand-mère et des voisins parisiens qui viennent en vacances. Mais c'est tout. Hein, dans notre village, dans notre hameau, il y a ces 3 maisons. Donc, voilà un peu d'où je viens. Oui, et c'est quoi? C'est le sud-est ou sud-ouest? C'est bien le sud-ouest, donc c'est-à-dire qu'on va dire, pour situer, c'est entre Bordeaux et Toulouse. Hein? Ouais. Bordeaux sur la côte atlantique, on descend, mais sans côte atlantique, on va vers l'intérieur et en fait, on tombe sur mon département, la Corrèze, et on arrive à Toulouse. Donc, c'est vraiment 2h30, 3h de Bordeaux, 2h30, 3h de Toulouse. C'est entre les deux. Donc, c'est vraiment sud-ouest, quoi. Ouais. Cool. Et c'est à quand ta candidature au présidentiel? Mais j'y pense, mais dans plusieurs années encore. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a du futur hein, en Corrèze pour les présidents, au moins pour les présidents. Voilà. Ouais, 2, ouais. Est-ce que la France, elle a déjà eu des présidentes femmes? Pas encore, malheureusement. Pas encore, hein? Oui, maintenant que je viens de penser. C'est pas un pays très progressiste hein, pour ça. Donc, il y a pas beaucoup de candidates en général. C'est-à-dire que les propres partis politiques ont du mal à mettre comme candidate une femme. Il y en a une, la femme de François Hollande, avant François Hollande, contre Nicolas Sarkozy à l'époque, je pense, c'était Ségolène Royal, qui était l'ex-femme de François Hollande du Parti socialiste, mais elle n'a pas gagné. Ah, c'est dommage. Ah oui, il y a eu Le Pen aussi, mais c'est bon qu'elle n'a pas gagné. Hein? Et il y a Le Pen aussi, ouais. Ça, mais elle est toujours là, elle est toujours candidate. Il y a une femme, imaginez quelle femme. Oui. Voilà. Alors, comme on a dit pendant la présentation, hein, tu t'es dédié aux études au début, hein, tu t'es dédié aux études de la civilisation espagnole, littérature, langue et tout. Mais comment ce sujet est apparu pour une petite fille aspirante à présidente en Provence là, de la France? Comment tu as découvert l'espagnol? Oui, c'est une bonne question parce qu'effectivement, ce n'était pas du tout quelque chose qui était évident. Alors, il faut savoir que l'espagnol, en tout cas, on l'apprend en France à l'école, hein, en France au collège, maintenant c'est 12 ans peut-être, avant c'était 13 ans à mon époque, on doit apprendre une deuxième langue étrangère. On commence toujours à apprendre l'anglais vers 8 ans et après il y a une deuxième langue étrangère obligatoire. Ce n'est pas un choix, oui. Et on peut choisir certaines langues. Alors vous imaginez, on a en général le choix entre l'allemand et l'espagnol. Quelle langue choisissent 90% des étudiants? L'espagnol évidemment, l'allemand ça nous paraît plus complexe. Donc, c'est pas une langue très bien considérée, l'allemand, pour des affaires historiques et aussi de sonorité, peut-être, en France. Et donc, je parle très généralement pour les choix des langues à l'école. Et donc, tout le monde choisit l'espagnol. Donc, je n'ai pas choisi l'espagnol par passion, c'était une obligation presque. Mais quand j'ai eu 16 ans, j'ai rencontré des Chiliens. Et alors moi, dans ma famille, on m'a toujours appris l'ouverture culturelle, que c'était intéressant de connaître. Ça m'a aidée. Disons que j'étais prête à connaître des gens différents. Je n'étais pas dans une attitude « ah non, je veux connaître personne, c'est bizarre, ils sont bizarres ». Pas du tout, au contraire. Moi, j'avais cette ouverture. Et ça a été comme une révélation, en fait. Je me suis dit « waouh, mais c'est un autre monde, quoi ». L'Amérique du Sud. Waouh, j'avais jamais soupçonné, même en étudiant l'espagnol, vous voyez. Donc, vous voyez comment c'est enseigner les langues. Hein. Il y a des choses qu'on ne soupçonne pas. C'est fou. Je me suis dit, il y a eu moi, je me suis pas intéressée, mais en même temps, on m'a pas transmis ça, en fait, de la langue que j'apprenais. Et c'est pour ça que j'ai toujours eu à cœur de faire ça pour mes étudiants maintenant, de transmettre cette culture, parce que ça fait vraiment partie de la motivation aussi après. Et donc, ça m'a motivée à fond parce que je me suis dit, j'ai envie de connaître d'où ils sont,
ces garçons. Donc, on a continué en contact, etc. Mais ça m'a beaucoup ouvert l'esprit. Et du coup, c'est pour ça qu'après, je me suis lancée dans des études d'espagnol, grâce à cette rencontre, en fait. Et à cette époque, déjà, tu as cherché des images du pays, des choses. Je pense qu'il n'y avait pas Internet comme aujourd'hui, hein. C'était pas si facile que ça. Mais tu es arrivé à ce point-là de chercher des images, d'être curieuse pour Oui, oui, chercher. oui. Alors je ne sais pas quel âge tu penses que j'ai, Adriane, mais j'ai juste 30 ans. Hein, donc, Non, c'est parce que quand j'étais adolescente, j'avais pas Internet, moi, hein. C'est non, pas je sur rigole, les- hein, je rigole. Non, mais au Brésil, c'est un truc super récent, n'est-ce pas? Ouais, voilà. Donc, moi, je Oui, me souviens de quoi, à l'âge de 16 ans, d'avoir un portable énorme et tout ça. Ouais. Il ouais, n'y c'est avait ça. pas d'Internet, il y avait Oui, je pense que ouais, des textos. oui, j'avais comme 13 ou 14 ans quand j'ai vu un ordinateur la première fois, quoi. Mais voilà, moi, c'était pareil. Hein, mais du coup, on avait un peu Internet. C'était beaucoup moins rapide qu'actuellement, hein, évidemment. Mais oui, bien sûr, j'ai cherché. Du coup, j'ai cherché de la musique, des chansons, de la vidéo, tout, quoi. Et je me suis intéressée beaucoup au cours d'espagnol. Du coup. D'un coup, ma prof n'a rien compris. Et d'un coup, j'étais passionnée. J'ai beaucoup travaillé l'espagnol. Pour le bac, hein, l'examen final du lycée, hein, avant d'aller à l'université en France, on passe le bac, qui est comme le ENEM brésilien, mais avec un système différent. Et du coup, pour ce bac-là, j'avais une option d'espagnol en plus de l'espagnol normal. Tout le monde doit faire l'examen d'espagnol, hein, au bac, mais moi, j'avais pris en plus encore plus d'espagnol. Et là, je travaillais tous les week-ends. J'étais vraiment passionnée d'un coup. Voilà, par toute l'Amérique latine. J'avais lu à l'époque Che Guevara. C'était mon sujet de bac. Donc, j'étais passionnée, quoi. Incroyable. Ouais, et en fait, quand il y a ce côté-là, plutôt personnel même, quand on apprend une langue, il y a une raison, n'est-ce pas? On connaît des personnes qui nous touchent. Voilà, là, c'est le sens, n'est-ce pas? Donc, Oui, et Exactement, c'est c'est ce qui drôle. fait sens. Oui, c'est drôle parce que comme prof, on essaie de saisir toutes je sais pas, les formes de passionner les élèves pour, pour les motiver même à étudier. Et parfois, une chose que c'est impossible pour nous, hein, d'imaginer, une chose extérieure vient et change tout pour l'étudiant. Comme tu as dit, ta prof n'a rien compris, elle était là, hein, frénétique. Elle est folle maintenant. Elle adore. Qu'est-ce que c'est? Avant, j'étais base normale, quoi. Mais non, Que j'étais pasa, tica? passionnée. C'est ça. Que passo? Que passo? Elle avait peur, hein, ah, la prof. Hein. ouais. Nina, quand est-ce que tu as eu l'occasion de vivre cette culture sur place pour la première fois? Alors, du coup, moi, déjà, par des concours de circonstances, c'est pas des concours de circonstances, c'est la vie qui met les choses sur notre chemin, n'est-ce pas? Quand j'ai fini mon bac, du coup, j'ai pu aller, donc j'ai décidé de faire l'université d'espagnol. Et là, j'ai eu un très bon copain, à moi français, mais qui avait son meilleur ami qui sortait avec une équatorienne. Et à Toulouse. Donc, tout le monde était à Toulouse. Moi, j'allais aller étudier à Toulouse. Donc, il m'a mis en contact avec ces personnes-là. Et cette équatorienne, Gabi, est devenue une très, très grande amie à moi. Et on est resté en contact tout le temps. Toute l'année universitaire, on l'a passé ensemble. Très bonne copine. Et elle m'a dit, moi, ma mère habite au Chili. J'y vais au mois de juin. Si tu veux, viens avec moi. Et donc, j'ai eu ma première expérience en Amérique latine grâce à Gabi. Donc, on est allé au Chili, Pérou, Équateur pendant 3 mois. Voilà. Au départ au Chili chez sa mère et après on a continué. 3 mois déjà pour la première fois comme ça? Ouais. Alors, j'étais déjà allée en Espagne toute seule Ouais. à 17 ans, donc j'étais mineure. Donc, l'année d'avant, en fait, entre les deux, à la fin du bac, quand j'ai terminé le bac, j'ai travaillé, j'ai économisé pendant 1 mois ou 2 mois peut-être. Et avec les économies, je suis partie 3 semaines en Espagne. Donc, j'avais déjà une expérience de voyage. J'avais voyagé toute seule. Donc, ça ne m'a pas fait peur. C'est tout ce que je voulais, moi. Donc, j'avais à peine 18 ans quand j'étais au Chili. Ah, wow. Chili ou Équateur, cette fois-là?
Les deux, je suis allée donc au Chili, au Pérou, en Équateur pendant ce voyage de 3 Ah, mois. pendant ce On a voyage, fait vraiment, ouais. ouais. Ah, wow. Et alors, comment ça s'est passé? Parce que moi-même, je connais pas ces pays-là, Chili et Qatar. Je pense qu'en Amérique latine, je connais que l'Argentine et le Brésil. Le Brésil, non, hein. Le sud-est du Brésil. Et alors, comment s'est passé ce voyage-là? Comment s'est passée cette expérience, ces pays et tout? C'était un excellent voyage. Alors après, c'est vrai que c'est une expérience. Disons, tout le monde à cet âge-là n'aurait pas les mêmes, ne serait pas aussi bien ou peut-être mieux. Enfin, chacun a des expériences différentes. C'est vrai que c'est, comme on dit, un dépaysant, c'est-à-dire que là, on sort de ce qu'on connaît. Moi, j'ai eu la chance, encore une fois, et j'avais beaucoup d'amis latino-américains toute l'année à Toulouse. Alors, il faut savoir que Toulouse est une ville extrêmement latino-américaine. Si vous aimez l'Amérique latine, Toulouse, c'est la ville avec une grande communauté latino-américaine, mais de chaque pays. Donc, vous avez la communauté des Brésiliens qui sont qui est très forte, la communauté des Mexicains, des Colombiens, donc et en plus tous se connaissent et se réunissent. Donc c'est une immense communauté à laquelle on peut avoir accès si on a des amis. Donc moi j'avais eu accès à beaucoup de Latino-Américains, donc je n'étais pas choquée, j'ai pas eu de choc culturel de me dire oh là là, comme on peut avoir si on n'a pas eu ce premier contact. Moi j'avais presque que des amis latino-américains, donc chiliens entre autres. Donc mais au Chili, c'est vrai, ce qui m'a choqué, et c'est toujours ce que j'essaie de préparer les étudiants, c'est le vrai espagnol, disons. C'est pas l'espagnol de l'université, c'est pas des Chiliens en France, c'est des Chiliens au Chili. Et donc, l'espagnol chilien est très reconnu pour être particulièrement compliqué à comprendre, hein. C'est un rythme hyper rapide d'espagnol, avec beaucoup de mots argotiques, donc gírias, comme vous dites en portugais. Il y en a énormément. Et donc, ça a été au début très compliqué. Heureusement que j'avais ma copine Gabi, donc, qui faisait le pont entre moi, les Chiliens et moi. Et donc, j'avais des amis comme ça. C'était compliqué de communiquer. Enfin, genre, ils se parlent plus lentement, etc. Mais en tout cas, un accueil excellent. C'est-à-dire, je me suis fait pas mal d'amis avec qui je suis encore en contact, 10 ans plus tard, même plus de 10 ans plus tard. On ne se parle pas tous les jours, mais de temps en temps, prendre des nouvelles. Donc, ça a été super. J'ai eu aucun problème, en fait, en réalité. Voilà. Donc, j'ai eu beaucoup de chance aussi, peut-être, mais j'ai pas eu aucun souci. J'étais plutôt agréablement surprise, quoi. Ouais, je pense que cette prédisposition, c'est juste c'est justement la passion, n'est-ce pas, qu'on a, et enfin, ces contacts, les relations humaines, en fait. Je connais des personnes qui voyagent, qui vont habiter dans un autre pays, mais qui ne se sont pas à l'aise et tout ça. Et là, c'est génial. Et sur Ouais. Toulouse, je savais pas que c'était. C'est marrant ça parce que je connais les personnes que je connais qui habitent à Toulouse. Ce sont justement des personnes qui viennent de l'Amérique latine. Donc, une fille argentine. Il y a une brésilienne et là, elles aiment en fait. Il y a la couleur et tout ça, le ciel rose et je pense qu'il y a une affection, n'est-ce pas? Je sais pas. Je pense que la ville, elle est accueillante. Ouais. Oui, et puis c'est vrai et cette communauté est très solidaire aussi. Ça se trouve que si on discute un peu plus longtemps, on va voir que ta copine argentine connaît des amis à moi, etc. C'est très classique à Toulouse. Et comme c'est une communauté très forte, c'est vrai que et c'est intéressant parce que chacun diffuse aussi sa culture. C'est pas du tout, par exemple, les Brésiliens. Moi, les Brésiliens que je connaissais, je peux pas faire de généralité, mais le groupe brésilien était plutôt du Nordeste. Et ils faisaient beaucoup de forró, c'est des musiciens. Il y avait beaucoup de musiciens, du forró. Et donc, on avait cette culture ou capoeira, comme ça dans la rue, à Toulouse, on voit de la capoeira. Dans n'importe quel week-end, vous allez sur une place capoeira. Même, on voit plus qu'au Brésil, même, on voit en Wow. tout cas à Belo Horizonte. Wow. Oui. Donc, le forró, il y a toujours un concert de forró tous les semaines avec ces garçons-là. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et les gens, même s'ils ne sont pas musiciens ou etc., commencent à connaître aussi. Et donc, ça crée des 1000 connexions comme ça. Les Brésiliens qui jouent de la musique vont jouer de la musique avec les Mexicains. Donc, c'est
c'est très intéressant et super bien pour se sentir bien dans une ville française. Je pense que les Latino-Américains aiment particulièrement Toulouse grâce à ça, grâce à cette ambiance générale. Ah, tout à fait. Et peut-être aussi le climat, hein. Il y a plus de soleil. Moi, Ouais, perso, je ne peux pas habiter dans un lieu où je passe 1, 2, 3 mois sans soleil, hein. Pour moi, c'est impossible. c'est vrai. Oui. L'ex- Toulouse, alors ça peut être un peu froid, c'est vrai, mais j'imagine moins froid que dans le nord. Mais c'est quand même l'hiver est quand même terrible. Tout. En France en général, je pense qu'il n'y a que Ouais. Marseille. Marseille est vraiment l'extrême sud, la frontière avec l'Espagne, qui doit vraiment être un peu différent. Et Mhm. Toulouse, malheureusement, désolé, mais il fait froid hein, l'hiver. Et le soleil n'est pas trop Ouais. là. Hein. Ouais. Mais l'ambiance remplace le soleil, hein, Ah, Adrien. Tu voilà, peux y c'est aller, parfait. tu vas adorer. Oui, je connais pas Toulouse, hein. Voilà. Et pour ceux qui nous écoutent, les Latinos là, on y va, hein. On va faire une excursion à Toulouse, quoi. Ah oui, c'est le bon endroit pour commencer sa vie en France. Ouais. Et une chose que tu as dit m'a attiré l'attention un petit peu parce que tu as dit que tu as eu un petit choc au Chili, parmi tous les pays que tu as visités. Et c'est drôle parce que c'est justement le pays qu'après tu as décidé d'étudier, non? T'as décidé de faire une maîtrise sur le folklore chilien pendant la dictature, hein. C'est la chose qui nous choque, nous attire l'attention et on veut comprendre peut-être. Oui, Et tout à fait. oui. Et qu'est-ce que tu as... C'est quoi ça le thème? Ça m'intrigue un petit peu, le folklore chilien pendant la dictature. C'est quoi ça? Alors du coup, moi, j'ai donc avec toutes mes connaissances chiliennes au Chili et à Toulouse, ils ont un rapport très fort au folklore qu'ils appellent folklore. Et moi, c'est vraiment la traduction, mais c'est comme ça que les Chiliens le considèrent. Les Chiliens ont un très grand rapport avec cette musique, en fait. C'est pas quelque chose. En France, par exemple, on n'a pas ce rapport-là. Personne ne te parle de folklore ou dit ah, c'est génial le folklore. Pour eux, c'est. Et donc, effectivement, j'ai souvent eu l'occasion d'écouter, notamment des chanteurs tels que Victor Jara, qui est un dieu Mhm. du Mais folklore. qu'est-ce que, une petite, pardon, Oui, le folklore qu'on appelle au Brésil, c'est plusieurs choses, c'est pas seulement de la musique. Tu vois, donc tu as étudié la musique de la oui, région, c'est ça? j'ai étudié, pardon, le folklore musical, oui, pas les autres folklores, mais c'est un peu lié dans certains, Ah oui, mais dans le sens des certains folklores là, c'est le même qu'ici au Brésil. Les êtres Là, moi, j'ai mythiques, étudié les choses comme ça. spécifique la musique. Hein, Mhm. c'est vraiment le folklore musical. Ah, d'accord. Les chansons. J'ai étudié des chansons de la Ouais. manière à partie littéraire, quoi, dans des études littéraires. Et du coup, il y a beaucoup de travaux sur le folklore musical socialiste, on va dire de gauche, qui de la Union Popular, donc qui est le gouvernement qui était avant Pinochet, donc l'affreux dictateur chilien. Et donc, ce chanteur dont je vous ai parlé, la Victor Jara, Violeta Parra, ce sont des folkloristes, musiciens folkloristes extrêmement intéressants qui parlent beaucoup de l'histoire du Chili, mais pas de l'histoire, il fait beau, les oiseaux sont là, la cordillère des Andes est magnifique. Non, c'est l'histoire sociale du Chili. Hein. Et donc, ils étaient complètement en accord avec Salvador Allende, hein, le président tué, assassiné par la dictature, qui est tombé à cause de Pinochet. Et donc, il y a beaucoup d'études là-dessus, sur ce folklore-là, sur cette musique-là, revendicative, etc., politique. Et donc, quand j'ai voulu faire mon mémoire de maîtrise, il y avait déjà beaucoup de choses. Donc, je me suis dit, mais je vais étudier l'autre côté. Donc Victor Jara a été également torturé et assassiné les premiers jours de la dictature. C'est une histoire épouvantable. Hein, la dictature chilienne, c'est terrible. Et donc, il a été torturé et assassiné, puisqu'il était directement représentant du gouvernement qui venait d'être, on va dire, suspendu à cause de cette dictature. Salvador Allende aussi a été assassiné ou il s'est suicidé, il y a un grand doute là-dessus, l'ancien président. Enfin bref, du coup, je me suis dit, qu'est-ce qui restait de la musique? Parce que vous aviez les bars
qui s'appellent les peñas, les bars où on faisait du folklore musical socialiste qui était complètement interdit pendant la dictature. Donc je me suis dit, mais quelle musique est restée pendant la dictature? Et c'est ça que j'ai étudié. J'ai étudié un groupe spécifique qui est los Huasos, qui seraient les gauchos, sans identifier les gauchos même avec de la politique, mais au Chili en tout cas, les cowboys, l'équivalent des cowboys chiliens, étaient très associés au conservatisme et il y avait des chanteurs qui représentaient la figure du cowboy, là, du huaso, du gaucho au Brésil, et qui représentaient cette figure en musique. Et donc, cette vie dans la campagne, et en même temps avec beaucoup de valeurs qu'on peut associer au conservatisme, au machisme, etc. Donc, moi, j'ai étudié comment ça s'est articulé pour que ce soit cette musique qui était mise en avant et que l'autre musique, le folklore chilien antérieur, disparaisse. Et donc, j'ai montré qu'il y avait une seule variété de folklore qui avait été mise en avant. Alors que le folklore est très divers, avec de la musique africaine, ils ont tout arrêté à ce folklore-là, à ce type de musique-là. Et donc, c'est ça que j'ai étudié. Plus, j'ai étudié les valeurs transmises dans les paroles de chansons d'un groupe qui s'associe à la dictature. Mais c'est étonnant ça en fait parce que bien sûr qu'il y a une chose très très particulière du Chili, bien sûr, de son histoire et tout ça. Mais je pense, j'ai commencé à associer avec le Brésil en fait parce que nous avons eu un mouvement énorme de résistance, de musique musicale, n'est-ce pas? Bon, on a aujourd'hui ces artistes, ils continuent à produire, n'est-ce pas? À produire, à faire des chansons, etc. Mais c'est drôle là parce qu'il y a vraiment, une relation entre les musiques qui viennent de la campagne, je peux pas généraliser en fait parce que là c'est très très dangereux parce que c'est pas tous les groupes qui va dire ça, mais il y a un côté conservateur même dans le genre, n'est-ce pas, musical. Je pense que certaines aujourd'hui, on continue, on commence à changer ça avec Marília Mendonça et tout ça, les femmes surtout, n'est-ce pas, qui chantent et qui donnent sa voix et qui commencent à parler mais c'est vraiment étonnant, n'est-ce pas? Je pense chaque pays a son histoire, bien sûr, mais l'Amérique latine, il y a des choses on peut faire des associations, non? Tout à fait. Et en plus, donc, c'est comme tu disais, c'est vrai qu'il faut faire attention quand on parle de ces côtés-là conservateurs et de campagne, parce que c'est difficile d'associer les deux, de dire ah c'est comme ça. Mais en fait, c'est pas du tout ça. C'est la vision qui est transmise par les chanteurs. C'est pas du tout, par exemple, Victor Jara, donc l'autre côté qui était le chanteur engagé, il est mort avant la dictature, il a été assassiné, mais on va dire toute cette partie plutôt avec le peuple avait une grande vision, affection et parlait de ce folklore. C'est pour ça que c'est très très intéressant cette thématique du folklore parce que c'est la manipulation culturelle en fait. Tu fais ce que tu veux, tu choisis les messages que tu veux. Et donc, la dictature a enlevé tous les messages qui parlaient pour de vrai, et surtout à l'époque des ouvriers. C'est l'époque de là, on est après la première moitié du XXe siècle, donc c'est l'industrialisation. Donc, il y a toute la lutte ouvrière aussi qui était présente dans ces chansons-là, mais aussi dans la campagne, et tous les sons qu'utilisait Victor Jara, Violeta Parra étaient des sons de la campagne. Ils allaient écouter, collecter. C'était des vrais chercheurs en folklore en plus. Ils allaient collecter les sons, les musiques. Et les autres, non, ils essentialisaient la musique. Ça devenait quelque chose d'essentialisé, d'essentialiste, où c'était une guitare, un truc, les femmes font à manger. Dans les paroles, c'est ça, en fait. Ou le mythe de la princesse et du prince, des choses comme ça. Donc, c'est ça, en fait. C'est vraiment une manipulation. C'est pas du tout la vraie vision de la campagne, ni des gens qui y habitent. Tout à fait. Et voilà, c'est un peu pour des chansons pour pas penser à la situation. Comme oui, voilà. On a eu aussi les yé qu'on appelle, Robert Carlos, Erasmo Carlos et beaucoup d'autres, qui parlaient
des banalités parfois, hein, si on pense Mhm. en contexte de dictature. Euh, mais je suis curieux, est-ce qu'il y a eu des, des, des musiciens, des compositeurs qui ont réussi à échapper? Parce que je ne sais pas comment ça fonctionnait au Chili. C'était une question de censure comme il y avait au Brésil, parce que parfois au Brésil, pour les chanteurs plus grands, ils faisaient des censures des paroles, mais quand même, ils pouvaient changer la parole ou parfois une technique qu'ils Utiliser des utilisaient. stratégies, n'est-ce pas, Oui, des pour... stratégies, ou parfois ils mettraient, par exemple, il y a une chose très célèbre dans la chanson Barbara de Chico Buarque, qui est quand il va montrer que ce sont deux femmes dans la chanson qui font l'amour et qui s'aiment, hein, c'est l'amour des deux femmes. Euh, à cause de la censure, au moment où il révèle ça dans la chanson, les publics qui n'existent pas commencent à applaudir, à crier, à applaudir. On ne peut pas écouter les paroles. Donc, ça se passait au Chili ou c'était une chose vraiment, si tu fais, tu vas mourir et c'est ça. Alors, il y a eu des exils, hein. En fait, les chanteurs se sont exilés, ils sont partis du Chili. Vous avez Los Jaivas, Inti Illimani, qui sont des groupes de l'époque qui étaient dans dans les mêmes orientations que Victor Jara, etc., qui ont fui le Chili. De toute manière, la femme de Victor Jara, qui était anglaise, elle n'est pas morte encore, et ses filles ont fui le Chili le lendemain. Hein, Victor Jara s'est fait assassiner, bam, elles sont parties direct. C'était danger de mort, hein, au Chili, c'est-à-dire c'est épouvantable, c'est quelque chose d'épouvantable, c'était mortifère, c'était la mort. Si tu étais contre ça, tu mourrais. Il y a des disparus, vous avez aussi toute la thématique des disparus dans le désert que Pinochet a fait enterrer, c'est épouvantable comme histoire, a enterré dans le désert, etc. Et vous avez encore des mères, hein, des mamans qui cherchent leurs fils dans le désert d'Atacama, par exemple. Donc non, il n'y avait pas de place pour on modifie, pas du tout. Alors il y avait, je pense, toute une tendance, comme disait Alain, yéyé, là, un peu diversion aussi, parce que ce que moi j'ai étudié, c'est vraiment la partie qui diffusait les valeurs identitaires républicaines, non, dictatoriales chiliennes, de la nation chilienne de l'époque. Et il y avait, je pense, une partie diversion. Donc il doit y avoir des chanteurs qui, pour éviter de cette mort, hein, en fait, ils ont dû prendre cette branche. Mais sinon, les autres en sont partis. Hein. Ils ont fui en France. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en France, on connaît bien ces chanteurs, parce que je pense que c'est Inti Illimani, les chanteurs sont exilés en France, et Jaivas, un autre groupe, en Italie. Donc, ils sont partis. Et les autres, c'était interdit de toute façon. Tout ce qui était les réunions de fêtes, hein, comme je dis, les peñas, pour danser la cueca, qui est la danse nationale chilienne, c'était complètement interdit. Donc, ouais. Je pense qu'il n'y avait pas de place pour ce qui s'est passé au Brésil avec Caetano Veloso, Chico Buarque, qui ont eu une minuscule liberté. Mais même s'ils se sont exilés, je pense aussi. Mais... Oui, Ouais. tout à fait. Une question plutôt personnelle du côté, enfin, chercheuse au Chili, un étudiant, ce côté-là, un peu le contraire. Le contraire, non, mais l'autre côté, n'est-ce pas? Ça a été un peu délicat parce que je voudrais savoir comment ça a été de faire cette recherche, parce que j'imagine que plusieurs artistes, n'est-ce pas, ils sont encore vivants, n'est-ce pas, que tu as étudié? Alors, du coup, moi, j'ai étudié, la partie que j'ai étudiée qui est sur la musique conservatrice, j'ai étudié un groupe. Ils existent plus, je pense, de manière très réduite. Mais en fait, cette recherche, elle m'a été inspirée par le travail d'une historienne chilienne qui s'appelle Karen Donoso et qui a étudié ça. Elle a une thèse gigantesque et magnifique sur cette thématique, mais du point de vue historique. Moi, je l'ai fait plutôt du point de vue littéraire. Et c'était un travail modeste. Hein. Ce n'était pas du tout une thèse de doctorat, ni l'équivalent d'une dissertation. C'était un premier travail de master. Donc, c'était 70 pages quand même. Hein. Oui, c'était conséquent. Mais il n'y avait pas une grande exigence. Si j'avais continué la recherche, j'aurais dû aller sur le terrain. Là, je n'y suis pas allée. Mais j'ai contacté Karen Donoso. Non, c'est quelque chose au Chili, la mémoire historique est absolument fondamentale pour les Chiliens. C'est quelque chose dont ils parlent tout le temps, qui est omniprésent.
et dont on parle énormément et qui est, alors sauf si vous connaissez des pro-dictatures, mais c'est pas du tout tabou au Chili. C'est vraiment quelque chose qui revendique, il faut se souvenir, il faut chercher, il faut condamner. D'ailleurs, les assassins de Victor Jara ont été condamnés récemment. Donc on a vraiment cette quête de vérité, vraiment au Chili. Et je pense que c'est un peu différent du Brésil, où la dictature, il faut savoir attention avec qui on en parle. Tout le monde n'est pas d'accord, etc. Mais ça a été un traumatisme au Chili. Je pense qu'au Brésil, ça a été sûrement très traumatique, mais c'est immense le Brésil. Donc déjà, ça change tout. L'immensité change tout. Et donc les réalités ont été très différentes. Mais pour les Chiliens, ça a été un réel traumatisme sur lequel ils veulent parler. Donc c'est pas du tout tabou comme thématique. Si tu es avec les bonnes personnes, je ne dis pas que si j'étais allée sur le terrain, si j'avais parlé aux mauvaises personnes, peut-être que j'aurais eu des mauvaises expériences. Mais tout ce que j'ai trouvé, moi, c'est par exemple, il y a un musée de la mémoire, tout est fait au Chili pour se souvenir et pour dénoncer ce qui s'est passé. Donc, c'est pas très polémique, en fait, comme thématique au Chili. Ah ouais. Ah, mais c'est curieux ça, c'est comme en Allemagne, n'est-ce pas? Donc, voilà. À propos du nazisme, Hitler. Et ouais, et là, je pense au Brésil, on a un long chemin à parcourir, en fait. Mais je sais pas, c'est une chose des Brésiliens même, parce qu'on essaye de cacher nos fautes, au lieu de faire le mea culpa et dire non, oui, c'est de ma faute, il faut revoir ça et tout. On essaie de vivre comme si rien s'est passé. On n'a pas réussi encore à régler les problèmes causés par l'esclavage au Brésil. Imagine la dictature qui est venue beaucoup plus très récent, la après. dictature Voilà, t'imagines. pour les Brésiliens. Comme tu as dit, comme nous sommes un pays énorme, moi-même, j'ai demandé une fois à mes grands-parents comment c'était à cette époque-là de la dictature, mais eux, ils venaient de la campagne de Minas Gerais. Donc, pour eux, c'était rien. Ils m'ont dit qu'ils n'ont pas vu des choses qu'on voit à la télé. Parce que dans les capitales, je pense que c'était pire. Mais comme ils venaient de la campagne de Minas Gerais, c'est pas, surtout à l'époque, c'était pas une ville des plus importante. Donc, ils ont dit que presque rien s'est passé chez eux. Donc, mes grands-parents n'ont pas eu ces traumatismes-là causés par la dictature, directement parlant. Bon, voilà, je pense que c'est... Mais juste paradoxalement, au Brésil, quand la dictature s'est finie, il y a eu vraiment des choses immédiates, telles que la Constitution, qui ont vraiment été immédiates pour que ça stoppe, que ce soit plus jamais possible. Alors qu'au Chili, le système néolibéral implanté par Pinochet, parce qu'en fait, toute cette histoire, c'était un laboratoire d'expérimentation de ce que nous sommes en train de vivre dans le monde entier, qui est le néolibéralisme. C'était les États-Unis qui voulaient avoir un laboratoire. C'était le Chili avec Pinochet. Et donc, en fait, c'est resté jusque maintenant. Vous avez des lois au Chili, des choses qui sont de la dictature. Par exemple, la privatisation totale de l'enseignement. Au Chili, il n'y a pas d'école publique, où les écoles publiques sont plus chères que les écoles privées, par exemple. Les universités notamment. Wow, je ne savais pas. Non, il n'y a pas il faut payer pour aller à l'université. Et plus c'est public, plus c'est cher. Donc, en gros, ce n'est pas public. Donc, toutes ces spécificités-là, en fait, les deux pays ont réagi différemment, en fait. Parce qu'on voit qu'il y a une réaction populaire au Chili, mais politiquement, c'est la galère jusqu'à maintenant par rapport à ça. Et au Brésil, vous avez plus, je pense que les politiques ont plus eu un choc. Ils ont dit, on ne peut pas recommencer ça, il faut faire autre chose. Donc là, ça a été différent, par exemple. C'est plutôt le contraire, quoi. Donc, les processus historiques sont très complexes dans chaque pays. Oui, voilà. Et je pense que cette phrase-là, on ne peut pas recommencer ça, il faut faire autre chose, ça sert pour nous l'année prochaine, les élections présidentielles, il faut plus vivre ça. Ouais. Bon, et c'est hyper complexe, tout, n'est-ce pas? Et c'est difficile essayer de parler sans parler des complexités, n'est-ce pas? Par exemple, au Brésil, la Constitution, n'est-ce pas? Ailton Krenak, par exemple, il a eu une participation et aujourd'hui, on voit que les droits des peuples autochtones, en fait, ils disparaissent chaque fois plus. Mais bon, Nina, pour avancer un petit peu et pour comprendre comment est-ce que
tu es arrivé au Brésil après avoir plongé et avoir fait ce travail au Chili. Comment le Brésil est apparu dans ton chemin? Donc, je connaissais déjà des Brésiliens à Toulouse, comme je l'ai dit, donc j'étais déjà à moitié un peu sensibilisée à la culture. Mais quand j'ai étudié l'espagnol à la fac, on devait encore apprendre une autre langue, comme ce n'était pas suffisant. Donc, on devait, en plus de la langue de nos études, c'est-à-dire moi, l'espagnol, c'était comme le français, hein, ça devait être ma langue d'utilisation courante. Eh bien, on devait apprendre, c'était obligatoire, et tout le monde à l'université, toutes les matières, hein, même les ingénieurs, tout le monde, devait apprendre une autre langue, ou continuer l'anglais à un niveau élevé, ou apprendre une autre langue. Et je me suis dit, comme j'étudie l'Amérique latine, ça m'intéresse, pourquoi pas apprendre une des autres langues de l'Amérique latine, qui est le portugais, de ce grand pays qu'est le Brésil. Donc voilà, en fait, ça a été un peu par hasard. C'était un cours assez sympathique avec des lecteurs. Moi, je suis devenue lectrice après par la suite. Mes homologues brésiliens, des lecteurs brésiliens de français. Donc, c'était des doctorants qui n'étaient pas des profs, en fait, au départ, de portugais. Et donc, c'était des doctorants de portugais de l'université qui nous enseignaient le portugais. Du Brésil, on pouvait choisir du Brésil ou du Portugal, évidemment. J'ai choisi du Brésil, parce que le Portugal, c'est assez limité comme pratique. Donc, je me suis dit, avec le portugais du Brésil, je peux parler même au Portugal. Le portugais du Portugal au Brésil, ça sera différent. Donc, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Et ensuite, j'ai côtoyé des Brésiliens tout le temps, même quand j'étais en Colombie, parce qu'en attendant, j'ai vécu en Colombie, etc. Et à un moment donné, j'ai eu un poste, j'ai vu qu'il y avait des postes de lecteur de français au Brésil. Je me suis dit, c'est l'occasion. Et ils demandaient un petit niveau de brésilien. Je me suis dit, de portugais du Brésil. Je me suis dit, vu que j'ai appris, profitons-en, 10 ans plus tard presque, parce que je n'avais pas pratiqué, que rien du tout. Allons au Brésil. J'étais dans un moment de qu'est-ce que je fais de ma vie. Et voilà, le Brésil s'est présenté à moi. Donc, c'était plutôt une heureuse coïncidence d'Internet. J'ai trouvé ce poste, on m'a accepté. Et après, j'ai la petite anecdote pour Belo Horizonte, parce qu'on pouvait choisir les villes. C'est que j'ai lu un livre, un ami m'a donné un livre, un ami brésilien m'avait donné un livre à lire, m'a dit pour pratiquer ton portugais. J'étais en train d'étudier le portugais 10 ans plus tôt. Et il me dit, tiens, lis Ida Furacão. Je dis, ok, j'ai adoré. Et je devais pratiquer beaucoup mon portugais pour mes examens. Donc, j'ai regardé la série sur YouTube, la telenovela Ida Furacão. Wow. Donc, j'ai adoré. J'étais super emballée par, je ne sais pas pourquoi, j'ai beaucoup aimé. Je me suis dit, c'est génial. Et quand l'ambassade, 10 ans plus tard, me dit dans quelle ville vous voulez aller, je dis Belo Horizonte, évidemment. Hein, à cause, grâce, je ne sais pas, de Ida Furacão. Donc, c'est un peu bizarre. Hein. Je ne suis jamais allée dans la rue encore Guaicurus, mais je dois y aller parce que ça fait partie de mon histoire avec Belo Horizonte. Donc, voilà, c'est un peu curieux. Et comment ça, tu n'es pas allé encore en Guaicurus? Il faut que j'y aille. Hein. C'est vraiment la rue pour laquelle je suis venue à Belo Horizonte, en fait. Ouais, et ça fait combien de temps que tu es là, Nina? 3 ans. Ah non, mais c'est au centre-ville. Mais j'ai une excuse. On va fixer un rendez-vous. Voilà. Ouais. Je suis d'accord avec vous. Oui, il faut qu'on y aille. Hein. Oui. Et c'est drôle que quand tu parlais, tu as dit qu'il demandait un niveau de brésilien. Et en fait, j'aime quand les Français disent qu'on parle brésilien. Parce que c'est vraiment une langue très différente, c'est du portugais, mais c'est très particulier. Et je me souviens quand j'ai découvert ça, j'ai gagné un mini dictionnaire qui c'était français-brésilien. C'était écrit sur la couverture du dictionnaire français-brésilien. Et j'ai adoré ça. Je dis, ah oui, voilà, on parle brésilien, c'est parfait. Je pense qu'on aurait pu assumer ça et dire qu'on parle brasileiro. Mais c'est ça, surtout que ça fait partie de l'identité, quoi. Donc, c'est devenu le brésilien, finalement. Oui, voilà. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Mais bon, pour les francophones qui nous écoutent, on dit au Brésil qu'on parle portugais. Nous-mêmes, on dit qu'on parle portugais, mais en fait, ouais, c'est le portugais brésilien. Ouais. Ah oui, voilà, c'est ça. Pour nous, n'existe pas. On ne parle pas brésilien, c'est une chose. Oui, on dit portugais, même en portugais. Mais nous, on dit brésilien, c'est ça. C'est les Français qui disent le brésilien.
Oui, parfait. Parfait même. Bon, au début, on a vu que tu fais le théâtre, mais voilà, qu'est-ce qu'il a à voir avec tout ça? Pourquoi le théâtre? Comment il est arrivé au milieu de tout ça, des Chiliens, Espagnols, Portugais, Brésiliens et tout, et théâtre, comment? Rio do Et Furacão. de Furacão, ah voilà, Mais il y a même Yoda Furacão no meio. tu voudrais jouer là, et de Furacão, c'est un peu ça, Mais quoi. je vais y penser, hein, finalement. Voilà. Après, je vais faire la pièce de théâtre pour terminer le cycle, hein, faire Voilà. la pièce de théâtre Yoda Furacão. Comme ça sera vraiment tout complet. Hein. Du coup, pour le théâtre, quand j'étais petite, je vais aller vite, hein, mais je dis juste cette anecdote. Quand j'étais petite, Non, 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 il faut pas aller vite, hein. Prends ton temps. D'accord, dans 4 heures. Non, mais quand j'étais petite, en fait, mes parents voulaient nous faire des activités extrascolaires. C'était la mode, il fallait faire du sport, de la danse, etc. Donc moi, j'ai testé plusieurs choses. Mes cousins faisaient du poney, et donc c'était moitié une obligation familiale de faire du poney. Ils m'ont posé sur le poney, j'ai sauté du poney, j'ai dit plus jamais vous me revoyez ici. Je n'ai absolument pas aimé ce sport-là. Poney, l'animal? Voilà, oui, l'équitation. Je dis le Ouais. poney, mais c'est Ah, l'équitation. ouais. Et donc, comme mes cousins le faisaient, on voulait que je le fasse. Donc, moi, quand on m'oblige à faire quelque chose, ça ne fonctionne pas. Donc, j'ai dit, plus jamais vous me revoyez là-dedans. Donc, je ne l'ai pas fait. Donc, ils ont dit, on va essayer la danse. J'ai détesté la danse, qui était la danse moderne jazz, qui est une danse qu'on fait beaucoup en France pour les enfants, parce qu'il y avait une espèce d'ambiance, de concurrence entre les filles. On était petites, on avait quoi, 16, 6 ou 7 ans. L'ambiance était terrible. Je me souviens d'aucune fille, pour vous dire, de personne de cette époque. Je sais que j'ai détesté. Donc, ça a été une année de torture. Tout, j'exagère hein, quand je dis torture, évidemment, mais ça a été une année très compliquée avec tous les mercredis, parce que c'était le mercredi après-midi qu'on faisait les activités extrascolaires. Il fallait aller à la danse, un enfer. Bref, donc je l'ai fait, j'ai fini l'année. Et là, ils étaient désespérés. Ils ont dit, mais où on va mettre cette petite, quoi? Qu'est-ce qu'on va faire avec elle? Et là, ils m'ont dit, on va essayer le théâtre. Et donc, le théâtre, à 8 ans, 7-8 ans, ça a été une révélation. J'ai dit, oh, les gens s'écoutent, se regardent, se respectent. Oh, des vraies personnes, pour moi, c'est ça, les rapports humains. Oh là, ça existe. Non, mais parce que à l'école, il y a la concurrence. Moi, j'étais quelqu'un qui détestait l'école. Hein, je suis partie de détester l'école. J'ai même dû aller voir un psychologue à prof. Vous voyez le parcours. Ouais. Mais du coup, je détestais l'école. J'aimais pas ce rapport de concurrence, ces rapports de force. Moi, c'est quelque chose que je ne comprenais pas dans ma tête. Et donc, le théâtre, ça a été vraiment cette révélation de on respecte les autres, on les écoute, on les considère. C'est vraiment un rapport à l'autre complètement différent. Si c'est pas au niveau professionnel, évidemment, et je dis pas quand on fait des études de théâtre, quand on veut être acteur, c'est différent, mais du théâtre amateur, quoi. Donc, j'ai toujours fait du théâtre, en fait, à partir de cet âge-là, 8 ans. J'en ai fait donc tous les mercredis, tout le temps. Et après, j'en faisais en plus au collège. On a monté plusieurs pièces. Toujours du théâtre. J'ai même fait une autre option au bac, une option facultative qui n'était pas obligatoire, bac, théâtre. Hein, option théâtre au bac. Donc, j'ai fait du théâtre toute ma vie. Wow. Et arrivé à l'université, donc dans mes études d'espagnol, comme j'étais à Toulouse, j'ai beaucoup, encore coïncidence, chance, je ne sais pas, il y avait une compagnie de théâtre universitaire en espagnol. Voilà. Donc, je suis allée pile à l'université, juste dans cette université, parce que ce n'est pas toutes les universités françaises qui ont du théâtre en espagnol. Hein. Mais moi, je suis tombée sur cette université qui faisait du théâtre en espagnol. Et donc, C'est pendant toutes parfait. mes études, 4 ans, j'ai fait du théâtre en espagnol avec une compagnie magnifique qui existe encore, qui s'appelle Les Anachroniques. Et j'ai d'ailleurs des copines de l'époque qui se sont professionnalisées, qui sont devenues maintenant des membres professionnels de la compagnie. Moi, j'ai fait d'autres choses, mais voilà, en tout cas. Et donc là, j'ai rencontré, j'ai rencontré beaucoup aussi de filles, surtout latino-américaines. Il y avait très peu de Français, en fait, qui faisaient le théâtre. C'était plutôt des latino-américains, ou surtout des filles qui venaient. Alors, il y avait des actrices professionnelles, il y avait une actrice professionnelle chilienne, etc., qui venaient pour continuer à faire du théâtre parce qu'elles apprenaient le français à l'université. Il y avait même une brésilienne qui est devenue une très, très grande amie à moi. Bref, c'était que des latino-américaines et on est devenus très amis, quoi. Donc, le théâtre a été très important.
Et quand je suis arrivée en Colombie, donc après ces 4 années d'études, je me suis dit stop, là, après le truc sur le Chili, là, j'étais fatiguée. Je me dis, ouah, il faut s'arrêter un peu, là. Donc, j'ai dit, je vais partir. Donc, j'ai postulé pour partir en tant qu'assistante de langue en Colombie. Mais moi, j'avais absolument pas envie d'être prof, hein, souvenons-nous à l'époque. Jamais je serais prof. On entendait parler du FLE, la français langue étrangère, mais je disais surtout pas, jamais ça. Il y avait même un parcours à l'université espagnole où on nous disait faites, il y a ce parcours FLE, je là jamais, trop nul, etc. Pas du tout intéressée par l'histoire. Oui, c'est bon. Oui. Non, C'est ça, j'avais. j'étais là, pourquoi faire ça? Qu'est-ce que c'est l'intérêt de ça? Tout ça. Et finalement, quand j'ai eu cette expérience en Colombie, la première année d'assistante, j'ai adoré. J'ai adoré parce que ça réunissait beaucoup de choses, effectivement, le théâtre, parce que quand on est prof, on fait du théâtre, on est des acteurs, hein, quand on est dans la classe, et partage de culture, toutes les questions que j'avais dans la tête, bref. Donc j'ai dit, ah, mais c'est ça que je veux faire comme travail, en fait. Et là, j'ai pu rester pendant 1 an de plus. J'aurais pu rester plus, c'est moi qui suis partie après. J'ai été prof à la fac, quoi, à l'université. Ils m'ont embauché pour donner des cours à des non-spécialistes, donc aux ingénieurs, etc., de français. Puisqu'ils avaient une langue obligatoire à l'université, tout le monde, et certains prenaient le français. Et donc, à l'époque, il y a une très bonne amie à moi qui est arrivée pour être la nouvelle assistante de français. Moi, j'étais devenue prof, elle, c'était la nouvelle assistante. Et on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose, un atelier culturel, tout ça. On a dit, on va essayer de faire du théâtre. Alors, moi, je dis, moi, j'ai de l'expérience, j'adore ça. Ça serait bien de faire un atelier de théâtre en français pour les étudiants de l'université. Et là, gros succès, la compagnie existe encore, elle s'appelle Vice Versa. On a fait une première pièce de théâtre basée sur des improvisations. On n'avait pas fait de texte parce qu'il y a eu un festival de culture à l'université et on avait très peu de temps pour créer notre pièce. Donc, on a dit pas de texte. Hein. Vous allez créer des scénettes de la vie quotidienne de l'université. Et on a créé comme ça tout un parcours à l'université, etc. Et ça a très bien marché. Et comme je vous dis, donc, des étudiants à nous ont repris cette compagnie et elle existe encore. Donc, ils continuent à faire des choses. Donc, voilà voilà l'histoire du théâtre. C'est vraiment un parcours très, très joli. Et, et comment ça s'est fait pour appliquer ça dans les cours? Quels sont les résultats avec les élèves? Tu t'es aperçu ça, de quelques changements chez les élèves et tout? Alors, je pense que le théâtre, en fait, quand on apprend une langue étrangère, on est toujours entre sa langue maternelle et la langue étrangère. Hein. On ne devient pas français. Désolée si vous avez cette illusion, mais ça ne va pas arriver. Donc, on ne devient jamais, sauf si on se naturalise après longtemps dans le pays, mais je veux dire, même avec ça, hein, on ne devient jamais l'autre culture. Donc, on est toujours dans un espace intermédiaire, c'est-à-dire ni soi-même, ni quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas quand même nous quand on parle dans la langue étrangère, etc. Donc, c'est un espace intermédiaire et le théâtre, il permet d'assumer cet espace intermédiaire. Le théâtre, ça montre qu'on peut être des acteurs, qu'on peut être soi-même sur scène, etc. Donc, ça permet aux étudiants d'assumer leur identité d'apprenant, de quelqu'un qui est en train d'apprendre, qui est dans une position où il va parler du franc-portugnol, des mélanges. Donc, c'est l'interlangue. Hein. Donc, c'est cet espace intermédiaire pour moi, le théâtre. Ça, c'est la partie théorique. La partie pratique, c'est très difficile, par exemple, actuellement, dans les cours en ligne. Malheureusement, j'ai un peu abandonné ce côté-là parce que les étudiants sont très chargés à côté. On leur demande beaucoup de choses. Et c'est fait en plus qu'il y a une institution où les étudiants travaillent beaucoup. Bon, tous les étudiants, même à la UFMG, évidemment. Mais voilà, il y a une masse de travail énorme pour être ingénieur, etc. Donc, c'est compliqué de leur demander beaucoup d'efforts. Quand c'est dans les cours en présentiel, c'est vrai que moi, j'organise souvent les exercices oraux sous forme d'exercices théâtraux. Et on peut lier aussi des exercices de phonétique au théâtre. Moi, j'ai étudié à l'université de Poitiers, dans ma maîtrise de FLE, la phonétique verbotonale, qui est une méthodologie qui travaille avec les fréquences de son. C'est-à-dire qu'on va voir quel son est plus proche dans la langue de notre étudiant. Donc, par exemple, pour le U
pour un Brésilien et pour la majorité des étudiants, il faut leur faire un I. Et au fur et à mesure, on baise, I, U. Et tous ces exercices-là, en fait, de verbotonal sont extrêmement intéressants à faire en théâtre, en fait. C'est beaucoup plus vivant. Quand on fait debout, quand on est debout, on parle mieux. Donc, tout ce qui est théâtre, ça permet d'instaurer un espace et un cadre pour un travail de la langue plus dynamique. C'est pour ça que ça m'intéresse. Et en général, ça marche bien. Alors après, c'est assez compliqué. J'ai trouvé le public brésilien beaucoup moins réceptif que les Colombiens, par exemple, à ce niveau-là. Les Colombiens avaient beaucoup moins de mal à assumer qu'ils faisaient du théâtre. Mais après, facteur Minas Gerais, facteur Cefet, il y a beaucoup de facteurs. Là, moi, j'étais à l'université de lettres en Colombie, etc. C'était une autre culture aussi. Mais on voit que ça fait la différence parce que vraiment, les étudiants assument leur posture d'étudiant. Et on dit voilà. Ou alors, ils peuvent imaginer qu'ils sont quelqu'un d'autre. Et c'est super au théâtre, tout est possible. Donc, c'est vraiment assumer cette posture un peu compliquée des fois en tant qu'apprenant. On ne se sent pas à l'aise. Et avec le théâtre, c'est ça, ta condition actuelle. Fais avec ta condition actuelle. Et dans la bienveillance toujours. Donc, c'est ça qui est important. Ouais, j'avais jamais pensé à ça, à cette relation entre le son qu'on produit et au théâtre, à cette liberté du théâtre. Et ça m'est venu à la tête quand il y a des répétitions, n'est-ce pas, pour les pièces de théâtre, il y a toujours les acteurs qui font qui commencent à faire des bruits et pour réchauffer les cordes. Comment est-ce qu'on dit les cordes? Vocales, les cordes vocales. Je sais pas. Et là, c'est génial. Et on a plus de liberté avec le corps, n'est-ce pas? Le corps, parce que on travaille la honte, n'est-ce pas? Et la liberté, tout ça. C'est intéressant parce que tu as fait ce petit commentaire-là que nous, les Brésiliens, sommes un peu moins ouverts à cette expérience théâtrale langue étrangère. Mais je pense que ça s'est relationné, maintenant que je réfléchis là avec ta théorie de cette chose de se voir qu'on ne sera jamais l'autre. Et je vois chez nous, les Brésiliens, qu'on a cette envie de parler parfaitement une langue comme un natif, d'être comme un natif. Il y a toujours je ne sais pas pourquoi, mais moi j'ai déjà eu ça à un moment de ma vie, quand je commençais à étudier le français, évidemment, et je pensais ça. Je veux parler comme un français, oui, mais c'est pas possible, je suis pas français, quoi. Comment je vais parler comme un français? Je vais parler français comme un brésilien, putain. En fait, peut-être que c'est ça, Maintenant, je viens de penser, peut-être que quand tu te proposes ça, de nous reconnaître dans cette place, on refuse un petit peu dans le premier moment. On dit non, mais je ne veux pas être là, dans cette position. Oui, tout à fait. C'est un inconfort, en fait. Cette inconfortabilité, elle est complexe à gérer. Et ça dépend aussi des histoires de chaque personne et aussi de comment ils ont appris la langue, les autres langues. On a un côté très conservateur, grammaire, alors là, les gens sont très perdus quand on n'a plus la grammaire au milieu central. Donc, c'est vrai qu'il y a ce côté-là aussi, peut-être, qui gêne. Mais il y a des étudiants qui adorent, je veux dire, après. Mais ça prend plus de temps. Le processus est un peu plus long. Mais il faut laisser ce temps. De toute façon, c'est les étudiants qui choisissent, c'est pas le prof. Oui, tout à fait. Mais je pense que c'est important même de proposer. Pour avancer ce processus, peut-être. Et je me souviens, tu m'as fait penser quand on a décidé de commencer le podcast même, moi et Louisa, on disait non, mais on va faire ça en français, on n'est pas français. On a pensé justement de créer un espace pour qu'on puisse, pour que ça puisse avoir, comment est-ce que je peux dire, un espace pour plusieurs personnes avec plusieurs accents de parler et enfin de s'exprimer et on dit ça c'est possible, voilà les étudiants aussi, donc écoutez, ça va, nous avons un accent et chaque personne qu'on reçoit a un accent, bref, c'était un peu ça. Assumer cette position, nous sommes des Brésiliens qui parlent français, on parle français comme un Brésilien, on ne parle pas français comme un Français. Avec son identité, on peut avoir envie de se modifier parce qu'on aime quelque chose de l'autre culture, mais on ne sera jamais
quelqu'un d'autre. Donc, Tout c'est à ça, fait. Ouais. Ça, c'est peut-être un effet du néolibéralisme, n'est-ce pas, tout à d'être fait toujours aussi. productif et tout ça, hein, et de... Qu'on sache tout faire, performance. Oh, Et là, le oui. théâtre, c'est à la fois une performance, hein, c'est l'art de la performance, le théâtre, mais Mhm. c'est la performance de soi, hein, c'est pas la performance du niveau. Mhm. Hein. Donc, c'est un peu Mhm. différent, oui. Ouais, c'est très beau. Alors, Oui, c'est parfait. Nina, tu es née en France, tu as eu une expérience en Espagne, tu as décidé de venir habiter en Amérique latine, où tu as connu pas mal de pays. Alors, est-ce que tout ce parcours, il a changé ton regard vers le monde, la vie? Comment? Complètement. Ben alors là, si je disais non, ça serait bizarre. Hein. Non, non, je suis Euh, comme quand je, je, j'ai rien changé. Je suis comme je suis la d'habitude, même rien n'a petite changé. fille de 16 ans. C'est ça, Ça, c'est une question rhétorique, en fait. On sait bien déjà sûr. la réponse, mais comment? Oui. Alors effectivement, alors moi, mon expérience est presque exclusivement latino-américaine, donc c'est vrai que j'ai une large expérience de l'Amérique latine et ça m'a. Alors en plus là, je me suis rendu compte, je viens d'avoir 30 ans. C'est difficile psychologiquement, non, c'est pour rire. Mais donc, je me suis rendu compte qu'en fait, parce que des fois, on est un peu critique, on dit oh ma vie est nulle. Bon, voilà, on a des moments plus ou moins bien. Et je me suis rendu compte, je me suis dit mais attends, pense quand tu avais 18 ans, là, disons, qu'est-ce que tu voulais faire? Tu voulais vivre en Amérique latine. Qu'est-ce que tu fais? Tu vis en Amérique latine. Donc déjà ça, je me suis dit attends, quelle chance quoi, tu as réussi à faire ce que tu voulais quoi. Et je me suis rendu compte que j'avais finalement passé vraiment, littéralement, 5 ans en France et 5 ans en Amérique latine, l'époque de ma vingtaine. Donc j'étais exactement la moitié en Amérique latine et la moitié en France. Donc effectivement, évidemment que ça m'a changé. Et en fait, depuis que j'ai connu l'Amérique latine, pour moi, la France, c'est vraiment un espace temporaire. C'est-à-dire, c'est quelque chose que je vois comme à un moment, j'ai besoin d'aller en France. Ouais, j'y vais. Euh, ah, euh, je veux voir ma famille, le plus important pour moi en France, c'est ma famille. Mais je me sens plus du tout enfin, je me sens française, bien sûr, mais française de l'étranger. Et c'est un concept qui existe, hein, on existe, on est une communauté, et ce serait difficile pour beaucoup d'entre nous, les Français de l'étranger, de vivre en France, en fait. Parce qu'on a assumé une autre réalité, des conditions différentes. Moi, j'aime aussi cette partie où on a une ouverture sur des réalités différentes, un contexte social complètement différent. Ça nous a vraiment, vraiment, on peut aussi valoriser des choses qu'on ne valorisait pas avant, hein, des systèmes publics en France, notamment. Euh, et en fait, on a un regard, c'est pas du tout, moi, quand je parle à des Français maintenant, c'est très compliqué parce que évidemment qu'on n'a pas la même vision. Là, les mecs, ils disent, ouais, ça fonctionne pas, c'est nul. Et toi, tu es là, mais attends, tu sais que c'est génial déjà ce qu'il y a, parce que chez Ouais. nous, là. Et en même temps, quand je parle à des Brésiliens, je leur dis, oh, réveillez-vous, sortez dans la rue, parce que sinon, vous n'aurez pas vos droits respectés. Donc, je suis vraiment dans une frontière, en fait, permanente, hein, ni d'un côté, ni de l'autre. Et une grande chose que m'a apporté aussi l'Amérique latine, c'est la francophonie. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille énormément. J'ai énormément de chance actuellement. Je travaille avec un Béninois, Brice. On est deux lecteurs au CFH. Et donc, je travaille au quotidien avec cette francophonie, avec Brice. Et c'est génial, quoi. C'est une ouverture phénoménale sur l'espace culturel que j'enseigne. Et voilà. Et vraiment, parce qu'au Brésil, je n'ai pas beaucoup rencontré de Français, j'ai plus rencontré des francophones d'Afrique. Et donc, ça m'a absolument ouvert, voilà, sur cette partie francophone. Au début, tu sais, on le dit, oui, le français, c'est la francophonie, mais c'est théorique. Qu'est-ce qu'on fait de francophonie? Et là, ça m'oblige à faire de la francophonie pour de vrai. C'est-à-dire, quand je vais enseigner quelque chose, je vais enseigner les variations, hein, la variété. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. On dit oui, oui, y a d'autres pays que la France, salut. Voilà, super. Hein, c'est quelque chose. Ah oui, le Québec, il parle français. Et là, finalement, maintenant, je suis plus attentif à proposer du vrai contenu en québécois. Ah ben écoutez, un Québécois se présenter, là, les niveaux, petits niveaux, un Québécois qui se présente. Oh, un Sénégalais qui se présente. Qu'est-ce que ça change? Ah, il roulait, etc. Ah, c'est plus facile pour vous, les Brésiliens, de dire re.
Alors, parlez comme les Africains. Donc, on met tout ça en pratique. Donc, au niveau du travail, mon travail, vraiment, l'Amérique latine m'a ouvert à la francophonie. Donc, je pense que c'est super, ça. Grâce aux expériences que j'ai eues avec les francophones des autres pays, la Belgique aussi, etc. Donc, c'est ça. Ah, c'est beau ça. Oui, c'est beau de t'écouter, hein. On voit qu'il a cette passion même. Euh, bon, parfait. Je pense que c'est vraiment bon. Mais est-ce qu'il y a une question, Nina, qu'on n'a pas faite et que tu voudrais répondre? Je pense que c'est important, quelques points que tu penses que c'est important d'en parler et tout. Je pense qu'on a parlé à peu près de tout, hein. Théâtre Amérique latine, on a fait les 2 sujets phares de ma vie. Donc, je pense que c'est ça, en fait. Génial. Alors, une dernière question. Qu'est-ce qui va avec ton pain aujourd'hui, Nina? Qu'est-ce que tu nous indiques? Alors, justement, on va continuer avec la francophonie africaine. Et moi, je vous conseille un magnifique chanteur qui s'appelle Gaël Faye, un écrivain aussi, hein. Ouais. Donc, je recommande toute l'œuvre de Gaël Faye, qui a écrit un livre, Petit pays, et qui fait de la musique magnifique, slam, rap, avec des rythmes de beaucoup d'endroits. Et ça rejoint aussi le cinéma parce que son livre va sortir ou est sorti en film. Donc, vous avez là... Le Petit pays? Petit pays, ouais. Donc, il faut voir si c'est accessible au Brésil. En tout cas, son livre, au moins des extraits, vous pouvez trouver. Et ses musiques, écoutez, c'est simplement magnifique. Et voilà, donc ça serait Gaël Faye pour unir la France et le Rwanda, puisqu'il est franco-rwandais. Voilà. Parfait. Génial. Je ne le connais pas, hein. Quand tu vas connaître, tu vas très, être très bon. passionné. J'ai fait connaître aussi à Brice, mon collègue, et il est fan maintenant. Ouais, c'est Vraiment, génial. c'est excellent. Et c'est la poésie pure, quoi. Si tu aimes les mots, etc., c'est magnifique. Même de lire les paroles en écoutant, c'est magnifique. Ouais, il est magnifique. J'ai déjà vu des entretiens et même les entretiens, on regarde. Et c'est ça, il a une voix attirant. très posée. Il y a cette envie de le consommer, quoi. Ouais, on a envie de consommer Gaël Faye. Donc, consommer Gaël Faye sans modération, il est magnifique. Ouais. Non, alors, je sais que bon, il est parfait, mais je me suis on a bien parlé de Toulouse. Il y a un artiste ou quelqu'un de Toulouse que tu nous indiques? Toulouse, alors vous avez alors c'est très intéressant avec le Brésil, vous avez un grand jazzman toulousain qui s'appelle Claude Nougaro et qui a repris la chanson de Chico Buarque, qui est celle-là. Tu verras, tu recommenceras, tu verras. C'est Claude Nougaro et qui est toulousain. Donc, il y a d'ailleurs, donc il a un accent, quand il chante, on entend son accent toulousain, un petit peu. C'est très doux, mais on entend qu'il n'est pas de Paris. Donc, je vous recommande Claude Nougaro, du coup, très bon et qui a fait des liens avec le Brésil, donc c'est d'autant plus intéressant. Vous avez un groupe un peu plus urbain des années 90-2000 qui s'appelle Zebda. Et ils ont fait une chanson que tout le monde connaît en France, c'est Tomber la chemise. Alors, mais bon, c'est plutôt pour rire, hein, c'est pas du tout. C'est plutôt à titre de fête. Et donc, c'est une chanson que tous les Français en général connaissent. C'est un classique. Tous les Français de mon âge, les plus jeunes, moins. Mais c'est un classique français. Tomber la chemise de Zebda. Et c'est intéressant, il vient des quartiers sensibles de Toulouse, donc il ramène toute cette culture aussi. Métisse, diverse de Toulouse. C'est une ville très diversifiée aussi, culturellement. Donc, voilà. Ce seraient les 2 conseils de Toulouse. Je n'ai pas d'autre idée. Non, mais et manger du cassoulet, évidemment. Manger du cassoulet, parce que c'est toulousain. C'est la feijoada française et ça vient de Toulouse. Manger du cassoulet. Avec le pain. Bravo. On va faire le lien avec le podcast, avec le pain français. Voilà, avec le pain. Toujours. Donc, on va farcir notre pain aujourd'hui avec du cassoulet. Le cassoulet, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de riz dans le cassoulet. C'est le pain qui accompagne le feijoa, le haricot. Donc, c'est parfait pour votre podcast. Ça et bon, une curiosité, tu t'es adapté avec la feijoada brésilienne, là? Je mange pas de feijoada. Je trouve ça très lourd, mais pas beaucoup de cassoulet non plus.
Mais j'aime beaucoup la nourriture de Minas Mhm. Gerais, par contre. Je trouve très super diversifiée entre l'Italie, l'Afrique. Je trouve que c'est très intéressant. Et le tempero, je ne vais pas parler comme Jacquin, tempero. Hein, le tempero mineiro est exceptionnel, puisque après, moi qui ai connu pour commencer ça, en fait, j'ai vécu à Minas Gerais. Seulement, quand je vais à São Paulo, je pleure. Quand je vais à Rio de Janeiro, je pleure. La nourriture n'est pas la même. C'est terrible. Je suis choquée. Je me souviens quand je suis arrivée au Brésil, là, j'étais avec ma coordinatrice qui est du Cefet et on mangeait des pão de queijo à São Paulo dans un cocktail chic. Rien Et à voir. Elle me dit, tu aimes? Je dis, ah, j'adore, c'est très bon. Elle me dit, tu vas voir à Minas Gerais. Et là, j'ai dit, c'est vrai, je dis effectivement, c'est carrément meilleur. Ouais. Ah, c'est très, très bon. Hein. Bon, je pense à ça. Hein. Parfait. On doit Super. finir. Donc, C'est super et de on parler est avec vraiment- vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nina. Merci pour ta disponibilité, Oh, mais pour, c'est un plaisir. pour ouvrir un petit peu ta vie, ton histoire à nous aujourd'hui, partager, n'est-ce pas? Et C'était un gros plaisir. merci. Et peut-être Merci à vous. on peut faire après un podcast spécial pour le théâtre. Hein, on peut discuter, Oui, voir comment on peut c'est faire avec ça. Hein. plaisir. Comment mettre en place des activités théâtrales, etc. Tout à Avec fait. plaisir. Ah, génial. Comme Génial. Adriane aussi aime le théâtre, on peut faire ça. Et on a un projet avec Adriane aussi, mais il y a eu la pandémie entre-temps, de faire un Voilà. groupe pour de vrai de théâtre en français. Il faut qu'on fasse ça. C'est à quand le théâtre s'est fait français? Voilà, 2022. Il y a Voilà. une 2022. Attention ouais. les auditeurs, trois, hein, 2022. L'espoir, hein, c'est l'année de l'espoir. Hein. Ouais. Donc, C'est vrai. donc, bisous, Nina. Gros Voilà. bisous. Mais gros bisous à merci. tous les deux. Merci beaucoup pour Voilà. cette Une invitation. petite chose avant que tu nous prennes congé. Il faut parler de ta page internet, de ta page Instagram. Ah oui, quoi. là, elle n'est pas trop active en ce moment, mais oui, Non, j'ai mais ma elle page. existe quand même. Ah, c'est Avec génial, Nina. j'ai bien aimé. Ouais. Elle existe. Alors, heureusement que j'ai Diego, mon mari, qui est vidéaste, hein, parce que sinon, il n'y aurait pas de page. Hein, je vous le dis. Côté visuel, c'est pas moi du tout, j'ai rien fait. Moi, je dis juste, tu fais ça, ces couleurs-là, fais ça, comme ça. Donc, on est un très bon, ma boa double, hein, comme vous dites en portugais. Ouais. Pour ça. Ouais. Donc, les visuels, c'est pas moi. Hein. Ne me demandez pas de faire des trucs visuels, je suis nulle. Mais oui, on peut partager ma page, mais elle n'est pas très active en ce moment par manque de temps. Mais quand j'aurai plus de temps, je compte la faire plus assidûment, quoi, l'alimenter plus assidûment. Voilà, et pour te suivre sur Instagram, comment ça C'est l'arrobase? arrobase. Alors attendez, français avec Nina, mais je pense qu'il n'y a pas de cédille. Oui, franquet avec Nina. C'est pas possible Oh, les cédilles d'accord. dans les Ouais. trucs Instagram. Ouais. Donc c'est On va te franquet taguer avec de Nina. toute façon. Ouais. Oui, voilà, taguez-moi. Génial. Ça sera Pour les super. auditeurs. Ouais. Parfait. Génial. Merci beaucoup. Alors, merci nos auditeurs. Pour ceux qui nous accompagnent jusqu'à ce moment, comme d'habitude, on va mettre des contenus exclusifs sur notre Instagram, @PonFrancaisPodcast. On va taguer Nina, sa page. Et voilà, merci beaucoup. Bisous. Et voilà, ciao, à la prochaine. Ciao. Merci à vous. À la prochaine. Ciao, ciao. Salut. À bientôt. Bonne journée. Bonne soirée. Et oui. Ciao. À la prochaine.